Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième session du workshop par leadership par création de valeur. Dans la vidéo 1, on a vu les 4 piliers du leadership. On a défini ce qu'était le leadvana, le nirvana du leadership. On a également vu que vous pouviez redéfinir les règles et créer votre propre chemin vers le leadvana. Et enfin, on a vu que le modèle était un modèle de l'intérieur vers l'extérieur. Il était bon de connaître, et indispensable d'ailleurs de connaître les différents piliers. Par contre, il est important de comprendre que vous devez maîtriser d'abord l'état d'esprit, et c'est l'état d'esprit qui va multiplier les 4 piliers dont on a parlé. Dans cette deuxième vidéo, j'avais décidé de vous expliquer comment connecter les 4 piliers entre eux pour obtenir l'effet multiplicateur. Mais ce n'était pas évident de partager la substance sans que la vidéo ne dure des heures. Cela m'aurait obligé de prendre des raccourcis sur les principes et vous n'en auriez tiré qu'une liste de techniques que vous n'auriez pas pu appliquer dans la durée et surtout dans toutes les circonstances. Je voulais que cette vidéo reste courte, mais qu'elle ait un impact profond sur la durée, qu'elle vous aide à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez ou à atteindre vos objectifs dès aujourd'hui. Nous allons donc nous concentrer plus sur les raisons qui vous empêchent de créer une vision stratégique forte. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis un outil puissant que vous pourrez utiliser dès maintenant. Certains d'entre vous auront même les déclics avant la fin de la vidéo. Cet outil est la clé d'une des nombreuses portes de votre cerveau et donc de votre succès. Je vous expliquerai comment obtenir le PDF de la présentation à la fin si cela vous intéresse. Vous vous êtes inscrit pour développer vos compétences de leadership et ou trouver des réponses à vos problématiques du moment. Vous voulez être plus productif, vous voulez gagner en confiance en vous, vous voulez bien communiquer vos idées, convaincre et influencer. Vous voulez multiplier vos résultats en travaillant plus stratégiquement, pas forcément en multipliant le nombre d'heures. Vous voulez trouver peut-être votre prochain emploi et qu'il soit aligné avec vos valeurs. Vous voulez réussir à motiver votre équipe et vos collaborateurs. Vous voulez pouvoir mieux déléguer, avoir une structure pour être un leader complet, une structure étape par étape. Et vous voulez avoir un sentiment de bien-être et d'épanouissement. Dans cette vidéo, nous allons faire une introspection. En tant que bon leader, vous devez prendre des décisions régulièrement, créer une vision, partager cette vision avec les personnes qui vous entourent, avec vos collaborateurs, vos collègues, votre hiérarchie, vos clients ou vos partenaires. Vous devez prendre des actions et motiver vos collaborateurs. Vous devez pouvoir déléguer sereinement et gérer les éléments jugés difficiles dans l'équipe. Je ne supporte pas ce mot, mais la littérature courante appelle cela recadrer un collaborateur. On aura un chapitre entier sur le sujet pour ceux qui suivent le programme complet dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. En tant que leader, vous devez pouvoir gérer la charge de travail. Vous ne devez pas souhaiter avoir moins de travail. Vous devez uniquement continuellement acquérir de nouvelles compétences pour mieux gérer la charge de travail grandissante. Comment font les personnes ayant à gérer des milliers de collaborateurs? Il ne faut pas croire que les choses deviennent plus faciles avec le temps. C'est le contraire. Plus vous évoluez, plus les problèmes à gérer sont importants. C'est vous qui devez acquérir de nouvelles compétences pour continuer à bien gérer tout en grandissant. Si vous faites de la musculation et que vous n'arrivez pas à soulever une charge de 50 kg, soit vous restez pour toujours avec une charge de 10 kg, soit vous vous entraînez pour gagner en force, pour un jour pouvoir soulever les 50 kg. Mais vous devez soulever de la fonte tous les jours. On est le 31 décembre 2005. Il est minuit et j'ai 23 ans. Je suis au Champ de Mars à Paris dans la foule. Je n'aime pas la foule, mais ce soir, je suis comme dans une petite bulle. Il se passe quelque chose d'étrange. Ma copine, qui depuis est devenue ma chère femme, est dans mes bras devant moi. Le feu d'artifice pour célébrer la nouvelle année démarre, grandiose comme d'habitude. Tout le monde autour contemple le spectacle. À ce moment précis, pour je ne sais quelle raison, j'ai un flash et je réalise qu'il faut que je change quelque chose. Cela fait 9 mois que je suis sorti de l'école d'ingénieur et que j'ai un travail que j'adore. Mais pourtant, sans comprendre pourquoi, je sens qu'il faut un changement et me fixe un objectif. La plupart des personnes ont des résolutions de début d'année. Et je faisais partie de ces gens-là. Mais ce soir-là, c'est la toute première fois que je sais que ce n'est pas une simple résolution qui sera déjà oubliée le 15 janvier. Ce 31 décembre 2005, je décide qu'il faut que ma situation professionnelle et financière change drastiquement. Pourtant, je n'ai que 23 ans encore, et j'adore mon poste. Je gagne plutôt bien ma vie pour un ingénieur sortant de l'école. Je m'étais aussi mis dans la tête
que je devais atteindre un certain salaire d'ici la fin de ma carrière et que si je restais sur les mêmes rails que tout le monde, cela ne se passerait pas. Ce salaire que j'étais censé atteindre à 65 ans me semblait énorme à l'époque et je n'avais pas la moindre idée de comment y arriver. 9 mois plus tard, en septembre 2016 précisément, je change de poste et je change d'entreprise avec une augmentation de salaire que je n'aurais jamais cru possible. Mais cela ne s'est pas fait par magie, loin de là. Avec du recul, je peux maintenant dire que le fait de m'être fixé cet objectif très clairement en tête m'a permis de concentrer tous mes efforts vers une seule direction. Cela m'a donné un focus incroyable et m'a permis de ne pas m'éparpiller dans tous les sens pour atteindre mon but. Depuis cette expérience de 2005, chaque vacances de Noël, je prépare les objectifs de la nouvelle année de manière super disciplinée, sur tous les pans importants de ma vie du moment. Les domaines récurrents sont les finances personnelles, le travail, les compétences à développer et comment je compte m'y prendre, le sport et enfin, et pas des moindres, la famille. Tous mes objectifs sont planifiés pour l'année suivante avec des échéances tous les trimestres. Je fais également un bilan très sérieux de l'année qui vient de s'écouler, avec une évaluation finale de l'atteinte des différents objectifs ou non. Tout au long de l'année, je fais des revues très régulières, mais la dernière évaluation de Noël est plus approfondie et formelle. 14 ans plus tard, à 37 ans, cette pratique m'a permis d'avancer et d'arriver où je suis aujourd'hui, et surtout de devenir la personne que je suis aujourd'hui, en perpétuelle réinvention de moi-même avec une ligne directrice. Un exemple de résultat suite à cette pratique. Vous vous souvenez du salaire que je m'étais mis en tête d'avoir à 65 ans quand j'avais 23 ans? Eh bien, à 37 ans, j'ai atteint 3 fois ce chiffre. Donc 28 ans plus tôt. Je la refais. J'avais un objectif à atteindre à 65 ans que je m'étais fixé à 23 ans. J'ai atteint cet objectif à 37 ans et je ne l'ai pas seulement atteint, j'ai fait x3 sur ce chiffre-là. Mon but n'est pas de vous assommer avec tous ces chiffres et encore moins réduire la définition d'objectif au côté financier. L'histoire du salaire est commode car cela est chiffré et donc plus facile à illustrer. Mais j'aurais pu vous en donner des dizaines d'autres exemples du même genre dans différents domaines. La conclusion de l'histoire est que j'ai découvert la puissance des objectifs complètement par hasard en 2005. Aujourd'hui, en étudiant tous les grands leaders de notre monde, il en ressort que la fixation d'objectifs et la définition d'une vision très claire de ce que vous voulez accomplir et surtout devenir est un point clé de votre réussite, quelle que soit votre définition de la réussite. Je ne suis pas sorti du cadre strictement professionnel par hasard, en vous parlant des objectifs personnels, financiers, familiales, sportifs, etc. C'est un tout. Pouvoir performer au niveau de votre potentiel demande d'être clair et aligné à tous les niveaux. Vous êtes comme un sportif de haut niveau. La performance n'arrive pas uniquement grâce aux quelques heures d'entraînement. La performance est le résultat d'une alimentation, d'un entourage, d'un coaching de tous les jours. Avançons maintenant sur l'investigation de l'exemple du salaire que je m'étais fixé. La question que l'on peut maintenant se poser est pourquoi avoir tant sous-évalué ma capacité à atteindre un objectif plus ambitieux. Cette histoire vous a probablement rappelé votre propre exemple où vous avez une fois sous-estimé votre capacité à accomplir un objectif que vous avez finalement accompli haut la main, que ce soit dans le milieu professionnel, sportif, les relations sociales, etc. C'est en fait un phénomène très répandu. On a tendance à surestimer ce que l'on est capable de réaliser à court terme, mais de drastiquement sous-estimer ce que l'on est capable de réaliser sur le long terme. Jeff Bezos, CEO et fondateur de Amazon, dit souvent que ce qui le différencie des concurrents est que tous ses concurrents font des plans stratégiques à l'année ou sur 2 ans. Il est difficile de bâtir quelque chose de grand sur le court terme. Chez Amazon, ils font des plans sur 10 ans. Ils investissent sur 10 ans sans forcément atteindre de retour sur investissement immédiat. Ceci nous amène à descendre d'un niveau dans notre investigation sur les raisons de sous-estimer nos capacités sur le long terme. La raison majeure est notre difficulté à créer une vision forte. Mais ce n'est pas de notre faute. Nous connaissons tous des circonstances différentes et évoluons dans des environnements propices ou non à se projeter dans le futur avec une vision excitante. Pour ma part, et pour fermer la boucle avec l'exemple du salaire, l'objectif que je m'étais fixé correspondait à 50% de plus du salaire le plus élevé dans mon entourage. J'avais basé ma vision de ce qui était possible pour moi et ce qui à l'époque me semblait ambitieux, en fonction de ce que je connaissais. Notre capacité à se projeter sur une vision à la hauteur de notre potentiel peut être
limitées par nos croyances limitantes. Je ne serai jamais capable de diriger une centaine de collaborateurs. Je ne peux pas gagner plus de 100 000 euros, 200 000 euros ou 500 000 euros. C'est aussi lié à nos peurs. Nos peurs de sortir de notre zone de confort, de nos peurs de prendre des mauvaises décisions, nos peurs de perdre le sentiment de sécurité que peut nous apporter la situation actuelle, nos peurs d'être jugés par notre entourage et des dizaines d'autres peurs possibles. Notre relation avec l'échec peut aussi nuire significativement à notre capacité à créer une vision. Que ce soit nos échecs passés ou nos potentiels échecs futurs, si l'on se fixe des objectifs trop importants. Vous devez comprendre une chose. Nos échecs passés ne nous définissent pas. Ce n'est que de l'information pour le prochain essai. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais changer notre relation à l'échec en faisant un allié va changer votre vie. Notre entourage est une composante non négligeable de notre capacité à créer une vision forte. Parfois, ceux qui vous aiment le plus vous freineront en projetant leurs propres peurs sur vous. Dans le milieu professionnel, vos collègues collaborateurs et hiérarchies peuvent avoir peur d'une vision trop ambitieuse qui change de ce qu'ils connaissent depuis des années. Il est absolument clé d'être au clair sur votre entourage et de vous entourer des personnes motivées et qui partagent votre niveau d'énergie. Il est difficile de tenir sur la longueur tout seul. Entourage physique ou virtuel, avoir quelques personnes avec la même énergie et envie que vous augmentera grandement vos chances de sortir de plus en plus de votre zone de confort. La difficulté à créer une vision peut aussi être liée à notre éducation, à notre confiance en nous et à l'exécution. Je retrouve très souvent ce frein dans le milieu professionnel. Définir notre vision stratégique en fonction de notre capacité d'exécution actuelle, en fonction de nos compétences actuelles, est la recette parfaite pour tuer votre capacité à développer une vision forte. Il est extrêmement facile de tuer une idée dans l'œuf si on pense à toutes ces choses que l'on va devoir faire pour l'exécuter. Et pire, toutes ces choses que l'on ne peut pas faire pour mener à bien cette vision ou idée. Et si vous arrivez à voir au-delà des obstacles, vous trouverez 10 collègues sur le chemin de la cafette pour vous expliquer que vous devriez redescendre sur Terre. Toutes ces dimensions correspondent au sens large à nos circonstances. Comment faire pour construire une forteresse en nous, pour pouvoir construire une vision stratégique digne de votre potentiel? Comment faire pour convaincre vos équipes d'adhérer au changement malgré leur réticence naturelle? Comment passer de l'appréhension à l'échec à une vraie relation amoureuse avec l'échec? Aller jusqu'à rechercher l'échec plutôt que de le fuir. Observons le schéma de ce qui se produit lorsque l'on obtient un résultat, qu'il soit positif ou négatif. Nous avons vu plus haut que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ont une influence sur notre vision et donc sur nos résultats. Pris de manière plus fondamentale, nos résultats sont la conséquence directe des actions que nous accomplissons ou que nous n'accomplissons pas. Quand les résultats sont positifs, on n'a généralement pas de mal à voir les actions que l'on a fait pour y arriver. Par exemple, votre réunion s'est bien passée car vous l'aviez bien préparée. Vous avez une augmentation substantielle car vous avez fait du bon travail et avez fait le nécessaire pour que ce travail soit reconnu à sa juste valeur. Vous avez réussi à convaincre vos collaborateurs car vous avez fait les efforts nécessaires pour comprendre ce qui les motivait et adapter votre message en fonction. A l'inverse, lorsque les choses ne tournent pas comme nous le souhaitons, on a plus facilement tendance à ne pas y faire le lien avec nos actions ou le manque d'action que l'on a eu. On peut assez facilement se remettre aux circonstances ou à des conditions en dehors de notre contrôle. On peut se dire des choses comme c'est la crise ou on n'avance pas assez vite car mes collaborateurs ne sont pas assez motivés. Il a eu la promo à ma place car il sait se placer. Mes parents ne m'ont jamais inculqué X ou Y. Mon manager ne reconnaît pas le bon travail que je fais. Ou c'est plus facile pour un tel car il est fils ou fille de. Toutes ces circonstances sont sûrement correctes. Par contre, même si les circonstances que l'on pointe sont correctes, elles ne définissent pas nos résultats. C'est l'interprétation que vous faites des circonstances et donc des actions que vous prenez ou pas qui mènent au résultat. C'est très simple, une action mène au résultat. Un point, c'est tout. Nous avons beau être conscients du phénomène, il est facile de retomber dans ces travers. Un exemple de ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Toutes les semaines, nous faisons une revue de projet majeur avec un de mes clients internes très senior. On va l'appeler John. John me pose toutes les semaines les mêmes questions lorsque l'on faisait les revues de programme. Mais vraiment, exactement les mêmes questions au même moment. Cela me rendait dingue
et je commençais à penser qu'il ne comprenait vraiment rien à rien. Je m'étais convaincu qu'il était incompétent pour son poste. Les semaines et les mois passent et je perds de plus en plus patience. Un jour, pendant une énième réunion avec les mêmes questions, mon visage se tend, mon dos se raidit et je commence à vraiment bouillir à l'intérieur. Je suis vraiment excédé, mais j'essaie de me contenir autant que possible jusqu'à la fin de la réunion. En sortant, j'envoie un long email de frustration à mon manager sans en attendre quoi que ce soit en particulier. J'avais juste besoin de parler. Ce n'est pas forcément une bonne chose à faire d'ailleurs, mais dans ce cas-là, ça m'a servi. 2 jours plus tard, j'ai ma réunion hebdomadaire avec mon manager et on en reparle. Il me conseille de modifier la manière de voir la situation et de voir ça comme une opportunité à chaque fois que John me pose la question. Plutôt que d'être frustré par le fait d'avoir la même question, il me suggère de me dire yes, une opportunité de mieux répondre à la question. Au moment où il dit ces mots, je réalise que je m'étais rangé dans le groupe des c'est de la faute des autres que ça ne marche pas. Il y a 2 groupes de personnes dans la vie. Ceux qui prennent la responsabilité de tout ce qui leur arrive et ceux qui mettent la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours facile de rester dans le bon groupe tout le temps. Et dans cette situation, j'avais clairement rejoint le groupe des c'est à cause des autres. Pourtant, comme vous pouvez l'imaginer, je suis super vigilant là-dessus. Après ma discussion avec mon boss, je retourne dans mon bureau, ouvre la présentation de la revue des projets que je revois pendant les réunions avec John, et je me rends compte tout de suite que ce n'est pas si clair, et qu'il y avait peut-être une raison à toutes ces questions. Je change le format pour la fois d'après, et miracle, la moitié des questions disparaissent. Ça faisait 6 mois que je galérais en me remettant la faute sur lui, et donc sans jamais remettre en question mon approche. Ou en tout cas pas suffisamment. La raison de l'autre moitié des questions est aussi devenue évidente. Et il a fallu quelques semaines pour corriger cette dernière, mais je ne rentre pas dans les détails car ce serait trop long. J'avais clairement attribué le résultat désastreux de ces réunions aux circonstances extérieures, et j'avais tort. C'était mes actions qui n'étaient pas adaptées. Dans les faits, ce ne sont pas exactement les circonstances qui nous font prendre nos actions. Ce n'est pas non plus que la logique. Nos décisions d'action que l'on entreprend dépendent de l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Accrochez-vous. Vous ne prendrez pas les mêmes décisions si vous êtes frustré, en colère, honteux ou honteuse, en perte de confiance en vous, avec le sentiment d'être en danger, que si vous êtes dans un état d'excitation, vous êtes déterminé, inspiré, enthousiaste ou en confiance en vous. Vous ne prendrez clairement pas les mêmes décisions selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et vous devez en avoir conscience et pouvoir identifier l'état dans lequel vous êtes avant d'agir. Vous avez 2 possibilités lorsque vous n'êtes pas dans l'état idéal pour une situation donnée. Soit vous repoussez la décision à un autre moment où vous serez dans le bon état pour la situation, ou vous changez votre état émotionnel consciemment. Attention, je ne parle pas de pensée positive de bas étage. Être capable de gérer son émotion est un véritable atout. Mais pour pouvoir bien gérer son état, vous devez comprendre la source de vos émotions. Nous allons introduire la source principale aujourd'hui. Vos émotions ne sont pas créées en fonction des circonstances, comme on peut souvent le croire, mais elles sont créées par ce que vous pensez des circonstances, de votre dialogue interne. Un exemple dans la vie de tous les jours. Il y a quelque temps, j'avais une mauvaise habitude dont je n'arrivais pas à me débarrasser depuis des années. En découvrant ce modèle, j'ai pris conscience que je ressentais de la frustration, émotion négative, juste avant de faire cette action que je souhaitais arrêter. Je sentais de la frustration en creusant ce que je pensais juste avant de ressentir cette frustration. Je me suis rendu compte que je me disais une phrase inconsciemment à chaque fois. Et à ma grande surprise, cette phrase était fausse. Pour résumer, mon émotion de frustration était créée par un dialogue interne que j'avais inconsciemment, et ce dialogue interne était faux. À partir de ce moment, il m'a été beaucoup plus facile de me débarrasser de cette mauvaise habitude. Évidemment, un problème identifié est un problème beaucoup plus facilement résolu. Vous comprenez maintenant exactement comment vous fonctionnez pour prendre des décisions, passer à l'action et obtenir vos résultats. C'est un outil formidable pour vous auto-coacher. Et bien utilisé, il peut aussi vous protéger du burn-out. C'est aussi un outil formidable pour coacher vos collaborateurs. Vous pouvez non seulement leur enseigner, mais vous pouvez également mieux comprendre ce qui les anime pour qu'ils fassent certaines actions sans les contraindre. Ce modèle nous redonne le contrôle. Nous ne contrôlons pas les circonstances, mais nous pouvons contrôler ce que nous en pensons.
Ce que nous pensons nous met dans une certaine émotion qui nous pousse à prendre nos décisions. Et enfin, en découlent nos résultats. Soyez vigilants avec vos pensées au quotidien et vous verrez l'impact sur vos résultats. Je répète, soyez vigilants avec chacune de vos pensées au quotidien et vous en verrez l'impact sur vos résultats. Maintenant qu'on a vu le modèle en 5 étapes pour obtenir n'importe quel résultat, voyons l'incidence sur notre capacité à créer une vision forte. Une qualité majeure du leader est de prendre la responsabilité. Ce modèle est une structure parfaite pour vous remettre au centre de l'action. Vous et personne d'autre, ni aucun autre élément extérieur. Vous appliquez déjà ce processus en 5 étapes, des dizaines de fois par jour, sans en être conscient. Vous le faites déjà. Maintenant que vous en avez pleine conscience, vous êtes en mesure de contrôler vos décisions d'action et donc résultats. Mettez-le en pratique dès aujourd'hui et vous comprendrez très vite sa puissance et l'impact qu'il peut avoir sur votre vie et le leader que vous êtes. Ce que nous venons de voir s'applique à la majorité des actions et décisions que l'on prend à court terme. Étudions maintenant comment sa maîtrise vous permettra de créer une vision à la hauteur de votre potentiel et avoir la motivation surtout d'exécuter sur la durée pour accomplir cette vision. J'insiste sur le fait de tenir sur la durée. Il est facile de se motiver et d'avoir un projet ou des objectifs sur le court terme. Mais tenir sur la durée, rester infailliblement motivé sur plusieurs années requiert des ingrédients précis pour vous et pour vos collaborateurs. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer toute la méthodologie pour créer une vision. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur ce qui peut freiner ou booster la dimension de votre vision. Nous allons aussi voir ce qui fait que vous restez motivé, ainsi que vos collaborateurs sur la durée. Regardons d'abord ce qui peut freiner ou booster la dimension de votre vision. C'est exactement la même chose que pour vos prises de décision. Vos circonstances, la manière dont vous interprétez ces circonstances avec votre langage interne, vos états émotionnels et vos actions. Rappelez-vous que ce n'est pas vos circonstances qui sont déterminantes, mais ce que vous en pensez. La raison pour laquelle vous devez absolument définir votre vision à court terme, moyen et long terme est basique. Selon vous, qu'est-ce qui vous fait passer à l'action pour votre vision? Avoir une idée extrêmement claire de votre vision, de ce que vous voulez accomplir et devenir dans le futur. Comprendre ce que cela vous apportera, vous donnera un pourquoi puissant. Mais cela n'est pas tout. Pour renforcer votre pourquoi, et la force de votre vision, vous devez aussi réaliser ce que vous ne pourrez pas obtenir et que vous ne pourrez pas accomplir ou que vous ne pourrez pas devenir si vous ne réalisez pas votre vision. Il doit y avoir un coût dont vous devez être conscient évidemment. Lorsque vous serez parfaitement clair sur votre vision, avec ce que votre vision vous apportera et aussi ce que vous risquez de ne pas avoir si vous ne l'exécutez pas, vous aurez un pourquoi en béton armé qui vous donnera un focus incroyable qui se transformera en habitude quotidienne d'action qui mène vers votre vision. Et enfin, lorsque vous avez cette vision claire de ce que vous voulez accomplir, vos standards sur le sujet remontent de niveau. Vous ne tolérez plus ce qui ne va pas dans le bon sens. Et vous savez ce que l'on dit. On obtient ce que l'on tolère. Tout cela se transforme en action quotidienne qui mène à un résultat sur le long terme. Ce résultat contribue à votre manière de penser, contribue à ajuster votre vision et surtout, ce résultat est maintenant vu comme de l'information pour ajuster son plan d'action. Un résultat qui n'est pas positif n'est pas un échec. Je répète ça. Un résultat qui n'est pas positif n'est pas un échec, mais il doit être vu comme de l'information qui sert à ajuster ses actions. Dernier point à retenir. Avec une vision forte, les problèmes et les barrières du quotidien changent de perspective et augmentent votre résilience significativement. Pour vous assurer de maîtriser ce schéma, vous devez pouvoir l'expliquer à un ami sans le support. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à repasser cette séquence. S'il y a une chose à retenir, c'est que ce sont vos actions quotidiennes qui vous définissent. Il faut agir massivement, et cela au quotidien, pour vos objectifs sur le long terme. On a dit plutôt que la clarté d'une vision à long terme vous permet d'apprécier les actions que vous prenez à court terme pour un bénéfice à long terme. Nous avons aussi vu que cela vous permettait de prendre conscience du coût que cela aura pour vous de ne pas faire ces actions sur le court terme pour
un bénéfice à long terme. Maintenant, je vous propose d'explorer comment définir et connecter plusieurs visions ensemble pour multiplier la puissance de votre pourquoi. Si vous faites l'effort de faire cet exercice, votre niveau d'énergie et de ressources pour exécuter votre vision va sauter au plafond et cette énergie sera plus facilement communicable à votre entourage et à vos collaborateurs. Vous avez une autoroute, vous tracez votre autoroute et vous définissez les différents points que vous voulez atteindre pour pouvoir atteindre votre objectif final sur le long terme. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi voir, comme je le disais tout à l'heure, définir votre vision sur votre santé. Qu'est-ce que vous voulez devenir physiquement, à quoi vous voulez ressembler dans 10, 15, 20 ans? Quel est votre style de vie? Quel style de vie vous voulez avoir? Quelles sont les finances personnelles? Quel est le chiffre que vous voulez atteindre à un certain temps, à une certaine date, pour que vous puissiez être tranquille ou peu importe vos objectifs. Mais il faut savoir, il faut le définir. Et c'est important de le définir pour que vous puissiez être au clair sur le sujet. Ensuite, quand vous travaillez sur votre prochain objectif, vous savez exactement pourquoi vous le faites. Vous allez renforcer votre pourquoi en connectant cet objectif avec vos autres objectifs. Par exemple, si vous arrivez à atteindre cet objectif professionnel, vous savez que ça va contribuer à votre objectif de finances personnelles. De la même manière, votre objectif de finances personnelles, si vous l'atteignez, va vous permettre de faire des pas en avant pour votre objectif professionnel que vous avez sur le long terme. Par exemple, ici, si vous arrivez à avoir, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, si vous arrivez à épargner un certain montant, cela vous permettra de créer votre entreprise dans 10 ans. C'est un exemple, mais évidemment, vous l'adaptez à votre cas personnel. Ensuite, votre situation professionnelle, atteindre cet objectif professionnel peut aussi contribuer à un des objectifs que vous avez sur votre style de vie. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être avoir le temps de profiter de ses enfants, entre midi et deux. Et c'est important de pouvoir connecter tout ça. Ce que ça va vous apporter, ce que ça ne va pas vous apporter. Et le coût de ne pas prendre des actions à court terme sur votre vision à long terme. Et votre style de vie peut avoir un impact sur votre physique, sur votre santé, sur votre capacité à faire du sport ou pas à plus long terme. Donc vous l'aurez compris, le but, réussir à pouvoir connecter toutes ces visions et être en parfait alignement au quotidien entre ce que vous faites et ce que vous voulez accomplir à long terme est extrêmement puissant et va vous donner un pourquoi suffisamment fort pour que tous les jours vous puissiez agir en fonction de cette vision-là et en direction de cette vision. Et là, j'ai donné juste 4 exemples: vos finances personnelles, votre carrière professionnelle, la santé, votre style de vie, mais c'est aussi valable sur le type de relation de couple que vous voulez avoir, l'éducation de vos enfants, intellectuellement, que voulez-vous, sur votre caractère également. Et il y a plein d'autres dimensions sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Chaque action que vous faites au quotidien doit vous mener, encore une fois, à vos objectifs. Et ça vous permet d'être extrêmement stratégique. Savoir dire non aux choses qui ne vous mènent pas à votre vision stratégique. Que ce soit professionnel, sur votre objectif au travail, sur tout type d'objectif. Au quotidien, vos actions doivent mener à vos objectifs. Et quand vous arrivez à connecter chacune de ces actions au quotidien vers votre objectif, c'est super puissant. Et là, comme vous voyez par exemple, vous allez aussi faire certaines actions pour avancer dans votre vision de vos finances personnelles. Mais vos actions professionnelles vont aussi vous booster votre avancement vers votre premier objectif de finances personnelles. C'est un véritable accélérateur, ce modèle. J'ai déjà utilisé ce système des dizaines de fois ces dernières années. Il va transformer la manière dont vous voyez les choses et votre capacité à les exécuter. John Fitzgerald Kennedy a dit un jour: certains voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me demande pourquoi pas. Et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de voir. Qu'allez-vous faire dès aujourd'hui? Dans la vidéo 3, je vais vous partager un programme étape par étape pour atteindre votre Leadvana. Nous allons voir mon parcours et comment chaque élément du système et du programme a contribué significativement à mon évolution et aux clés
avec mon équipe et d'une manière générale la valeur ajoutée dans mon entreprise. Et enfin, je vous ferai une offre que vous n'aurez pas envie de manquer pour atteindre votre Leadvana. Voilà. À très bientôt et en attendant, portez-vous bien.